Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour ce premier cours consacré à la chimie radicalaire et dans un programme qui va s'appeler d'une chimie radicalaire de moins en moins radicale, où on va effectivement suivre l'évolution de la chimie radicalaire avec une perspective réellement de réactivité, mais de réactivité qui se verdit avec le temps. Et donc, juste pour commencer, sauf que là ça passe pas. Ouais, c'est bon, d'accord, merci beaucoup. Un petit peu de bibliographie pour illustrer ce cours. En fait, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis à différentes périodes, et il ne s'agit pas de les consulter tous, mais qui font référence pour certains contextes. Et le plus récent étant cette encyclopédie Science of Synthesis qui a été publiée en 2020, et donc une série de chapitres consacrés à la chimie du moment. Et globalement, si on revient en arrière, ici c'est un des livres fondateurs de Bernd Giese, qui a été un des gros contributeurs de la chimie radicalaire, qui est assez facile à lire et finalement qui reste intéressant parce qu'il donne une source de transformations qui sont encore finalement actuelles, au moins sur leurs principes. Pareil pour celui-ci, c'est la version, on va dire, plus britannique des choses. Et ce livre-là, le Free Radicals in Organic Chemistry, en fait, celui-là, je le recommande si vous êtes vraiment dans le domaine, ou c'est polymériste ou moléculariste, parce que c'est une compilation de beaucoup de données de physico-chimiques. Il est d'ailleurs ici, je l'ai là, je peux vous le montrer, c'est un petit format, il est assez facile à consulter. Il est assez bien fait, il existe en version française ou anglaise. Alors celui-là, en 1996, par Curran, Porter et Giese, est vraiment le livre qui a fait référence pour toute la stéréochimie, qu'elle soit statique ou dynamique, et notamment tous les modèles de stéréochimie des réactions radicalaires, parce que contrairement à une idée reçue, on peut faire de la synthèse stéréosélective avec les radicaux. Ce n'est pas parce qu'ils perdent leur configuration qu'on ne peut pas contrôler les processus, bien au contraire. Celui-ci également en 2 tomes a vraiment fait référence parce que là aussi c'est vraiment une source de beaucoup de réactions. Il est généralement dans beaucoup de bibliothèques. Ça c'est téléchargeable sur internet donc c'est facile. Et il y a aussi cette encyclopédie qui avait fait, bon, on va dire, hein, vous voyez la transition c'est les années 2010 et puis donc celle plus récente, la nôtre, là celle de 2020. Mais là c'est des volumes qui sont assez conséquents. Alors, c'est pas très grave. Hop. Donc, la chimie radicalaire, qu'est-ce que c'est par rapport à la chimie classique? Une bonne partie de la chimie que l'on voit initialement, c'est les réactions de substitution nucléophile, très classiquement, et donc ça va être des processus dits hétérolytiques. Donc, il y a 2 électrons où on a cette flèche pleine, où on va former des espèces chargées, puis qui vont réagir entre elles de diverses façons. Et ça, c'est la chimie, on va dire, qui occupe un volume très important et qui reste encore très conséquente. Parfois, les charges ne sont pas complètement exprimées, ça peut être simplement des densités électroniques différentes, mais bon, globalement, la chimie a 2 électrons. Et puis aussi une chimie à 1 électron, où globalement, on va avoir ces demi-flèches ici, pour symboliser qu'il n'y a qu'un seul électron qui est impliqué. Donc ici, je prends une rupture homolytique, où je vais engendrer 2 radicaux A et B. Et ces 2 radicaux donc, sont des espèces neutres, contrairement à ce qu'on a ici, évidemment. Il n'y a pas de charge. Ce qui ne les empêche pas d'être très réactifs, puisque globalement, généralement, enfin, c'est même pas généralement, dans le cas du carbone, par exemple, typiquement, ça va être un carbone à 7 électrons qui va donc ne pas être qui va pas avoir les 8 électrons requis par l'octet, et donc qui va être très réactif. Évidemment, la chimie radicalaire, tout de suite, ce que l'on voit, c'est du fait que ces espèces sont neutres, elles n'ont pas ce problème des sels, on va dire des contre-sels, qui peuvent être un vrai problème quand vous faites des réactions de substitution. Vous savez que dans les réactions de substitution type SN2, les effets de contre-ions peuvent être importants, même en SN1 aussi. Là, on s'allège d'un certain nombre de problèmes. On en a d'autres, c'est qu'on a peut-être des systèmes qui sont trop réactifs. On viendra d'ailleurs un petit peu sur les cinétiques comparées des 2 systèmes. Alors, quel type de radicaux on va rencontrer dans ce cours? Principalement des radicaux C-centrés, donc à 7 électrons, différents types d'hybridation, mais aussi des radicaux hétéroatomiques,
le sel point, Br point, les radicaux oxygénés et les radicaux azotés, parce que globalement, ils peuvent être intéressants dans différents types de contextes. Donc, c'est aussi, il faut voir comment les engendrer proprement, parce que là, on arrive à des radicaux quand même qui sont particulièrement réactifs. Alors, pourquoi la chimie radicalaire peut être intéressante et pourquoi c'est une formation qui est a priori indispensable dans un cursus en chimie organique, mais même à la rigueur dans un cursus, on va dire presque chimique au sens large. Parce que d'abord, bon, c'est une méthodologie qui en chimie organique, typiquement, s'impose de plus en plus. Et là, je pense que la part de la chimie radicalaire quand vous anticipez une synthèse a vraiment beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'avant, ça restait, on va dire au XXe siècle, c'est une chimie relativement marginale. Et depuis quelques années, il est difficile de ne pas trouver dans un journal quelconque au moins plusieurs papiers de chimie radicalaire à la suite. Donc là, clairement, la scène a changé. Donc ça permet aussi bien de faire de la synthèse asymétrique que de la synthèse de produits naturels. C'est complémentaire à beaucoup de réactions ioniques, voire des réactions péricycliques. Et puis c'est vrai que la catalyse photoredox, qu'on va voir un petit peu plus tard dans le déroulé de ce cours, a complètement changé la façon d'envisager la chimie radicalaire, l'a simplifiée, l'a rendue plus douce. Et notamment, on peut faire aussi des réactions en catalyse duale ou des choses comme ça. Mais on peut le voir aussi sous un aspect, on va dire, de réactivité biologique. Il y a de nombreux processus biologiques qui impliquent des radicaux. Que ce soit notamment tout ce qui concerne le vieillissement, dégradation des protéines, des acides nucléiques, les lipides, les oxydations des lipides, le ranciment des lipides, des choses comme ça fait appel à des mécanismes radicalaires. Donc avoir des notions dans ce domaine est particulièrement important. Et puis il y a aussi, donc c'est tout ce qu'oxydation, c'est aussi l'irradiation, le vieillissement des tissus. Et évidemment, on a aussi un certain nombre de réactions qui impliquent des radicaux C-centrés, généralement sur par exemple des aminoacides, le radical glycyle ou des choses comme ça. Et donc ça, on va un petit peu comprendre comment ça se passe. Alors dans le domaine des material science, vous pouvez le voir sous différents aspects. Il y a évidemment la polymérisation radicalaire. 50% de toute la polymérisation, c'est un chiffre qui est peut-être sous-estimé. Ce qui est clair, c'est qu'elle est de plus en plus contrôlée, cette polymérisation, que ce soit par différents types de processus. ATRP, Atom Transfer Radical Polymerization, le RAF, donc c'est Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer, ou les NMP, on utilise dans ce cas-là des nitroxydes. Donc cette polymérisation, on aura une conférence sur la polymérisation au moment du symposium, au mois de mai. On peut aussi modifier les surfaces en utilisant des radicaux. On prend des diazoniums, par exemple, on les réduit. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très utilisé. Et puis de plus en plus pour l'information moléculaire, molecular electronics, et aussi pour les redox, les organic redox batteries. Donc les radicaux deviennent de plus en plus importants. Et vous allez voir d'ailleurs à la fin de ce cours quelques papiers qui donnent des guidelines pour faire du design de radicaux très stables, parce que là, on va plutôt généralement utiliser des radicaux stables, alors que la réactivité, elle, on va dire de synthèse, elle repose plutôt sur des radicaux peu stables. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe dans le milieu interstellaire, parce que c'est beaucoup des processus radicalaires, parce que tout simplement, il y a des rayonnements très forts, des rayonnements UV très forts, et donc ça promeut les espèces radicalaires. Alors, on va parler un petit peu d'histoire de la chimie radicalaire et globalement la genèse des choses. Alors il y a un article qui est très intéressant qu'on peut d'ailleurs trouver en ligne assez facilement, la partie Dwell, qui reprend cette histoire. Et finalement l'histoire, c'est toujours fascinant quand vous attaquez un domaine, quel qu'il soit, c'est de regarder l'histoire, c'est de voir ce qui finalement... Il y a eu des grandes découvertes qui tombent un petit peu dans l'oubli parce que peut-être qu'elles n'étaient pas assez bien rationalisées, parce que les modes opératoires avaient l'air un peu compliqués. Mais on se rend compte que finalement, et notamment au XIXe siècle, un nombre de choses qui ont été découvertes est extrêmement important. Et par exemple, 1848, donc vraiment milieu du XIXe siècle, une des premières réactions radicalaires, dont on reparle d'ailleurs beaucoup en ce moment, c'est l'électrolyse de Kolb,
qui est la simple décarboxylation d'un acide carboxylique, hein, c'est-à-dire qu'on part d'un carboxylate, comme ça, et en fait on va l'oxyder, et donc on forme de façon, on va dire, transiente un radical comme ça, qui va perdre son CO2, et on va engendrer ce radical. Et là, le radical, dans le cas de la réaction de Kolb, dimérise, forme le dérivé RR. Donc c'est évidemment, synthétiquement, ce n'est pas forcément très intéressant. Par contre, le principe de décarboxyler un acide carboxylique, un carboxylate, ça, vous allez voir, c'est devenu maintenant une génération de radicaux très, très classique. Donc Kolb, c'est aussi ce qui est incroyable dans le cas de Kolb, c'est d'avoir utilisé l'électricité. Parce que l'électricité, tout ce qui était, on va dire, l'utilisation électrique était quand même très, très limitée au XIXe siècle. Et l'idée de la transposer à de la réactivité chimique est assez incroyable. Donc, si vous allez voir ces articles, on peut trouver, vous verrez leur titre, c'est assez marrant. Donc, ils parlent d'électricheux strom, enfin, bon, de courant électrique. Donc, c'est quand même des travaux importants. Donc, Kolb, j'en ai parlé dans ma leçon inaugurale aussi. Hein, c'est celui qui a fait l'acide acétique à partir du carbone et du soufre. Donc, finalement, c'est quand même un grand chimiste. Et donc là, il y a bien des radicaux. On va revenir sur le problème du terme radical, d'ailleurs. Et l'autre découverte intéressante, c'est Frank Land, juste au même moment, qui lui va faire réagir des dérivés iodés avec du zinc métal. Donc, vous avez l'intuition que zinc métal, évidemment, va être réducteur et va réduire votre iodo éthane. Et il obtient du diéthylzinc et ce éthylzinc iodure. Donc pareil, c'est un papier relativement facile à trouver et qui a été analysé. Alors là, si vous voulez, toute l'analyse des travaux de Frank Land, je vous conseille, c'était dans Organometallics de Seifert, qui vraiment repositionne complètement cette chimie. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, ni Kolb, ni Frank Land ont la moindre idée des espèces qu'ils engendrent. Hein. Et quand les deux vont parler de radical, mais non pas dans le sens où nous, on voit une espèce clairement identifiée avec un électron célibataire. Eux, pour eux, un radical, c'est le nom d'un groupe fonctionnel qui ne subit pas de modification dans une transformation chimique. Donc, par exemple, vous avez on emploie encore le terme radical aussi dans ce sens-là. Par exemple, un radical éthyle sur une molécule. Vous avez une éthylcétone et, par exemple, vous réduisez votre cétone en alcool, mais le radical éthyle, lui, n'a pas bougé. Donc, le terme radical, finalement, chimie radicalaire, une espèce radicalaire, vient de cette idée de radical. C'est un fragment qui n'a pas bougé. Et donc, toute cette chimie du XIXe siècle a été motivée par cette histoire de trouver des réactions, des transformations où les radicaux sont conservés d'une réaction à l'autre, mais sans penser à des intermédiaires proprement dit radicalaires. Donc, voici une partie de l'histoire. Donc là, on est encore du XIXe siècle, donc il y a encore un petit peu de chemin. Si vous regardez ces articles aussi, vous verrez que la façon dont ils analysent leurs produits chimiques est assez incroyable. C'est souvent par évidemment des analyses de masse, de combustion, des comparaisons avec d'autres composés, des dégradations avec de l'acide nitrique, des choses comme ça. Et notamment l'article qui est particulièrement intéressant de lire. D'ailleurs, là, j'étais trop vite. Voilà. C'est celui de l'isolement du radical de Gomberg, donc le radical triphénylméthyle, qui est ce radical. Alors, cet article donc, dans le JACS 1900, ce que voulait faire en fait Gomberg, c'est qu'il voulait faire le dimère. Il avait fait ce composé-là. Donc le tétraphényléthane, et il voulait faire l'hexaphényl. Donc, il est parti du même type de réactivité, c'est-à-dire prendre un dérivé halogéné, mettre une source métallique, et au lieu d'obtenir cet hexaphényléthane, il a obtenu quelque chose qui l'a beaucoup intrigué. Alors, il a observé qu'il y avait un précipité de chlorure d'argent, qu'il y avait bien un fragment organique qui se formait,
mais qui ne correspondait pas du tout à l'hexaphényléthane en termes de structure, parce qu'il avait des façons de l'analyser, mais un fragment qui était trivalent sur le carbone et qui, comme vous le voyez, le titre de son article, Trivalent Carbon, et donc il a une bonne intuition de ce qui se passe, sans avoir écrit encore ce point à l'époque, mais donc il a isolé ce fragment. Alors ce fragment, en fait, ne se dimérise pas, ou du moins il ne se dimérise pas en hexaphényléthane, mais par contre, il est en équilibre, dans certaines conditions, avec ce dérivé-là, qui est une démérisation, non pas donc par les deux carbones portant les phényls, mais par une structure limite ici, donc pour obtenir ce produit. Et il a fallu attendre, vous voyez, plus de 70 ans après, pour l'identification correcte du dimère de ce radical. Ce qui est un peu ce qu'on peut comprendre malgré tout, parce que les signaux RMN finalement ne sont pas si simples, il y avait une ambiguïté. Donc ce radical peut dimériser et selon les conditions va se retrouver sous cette forme de dimère. Mais surtout aussi ce qu'il a montré, c'est qu'il pouvait réagir par exemple avec l'oxygène, et donc il a isolé par contre ce peroxyde. Qui vient de la réactivité du radical avec du dioxygène. Le dioxygène étant lui-même un diradical, donc il a pu isoler ce peroxyde et donc c'est clairement indiqué. Donc, hop. Donc là, il décrit son travail. Et donc, vous voyez, il parle du free radical, triphénylméthyle. Mais voilà, il l'écrit comme ça, avec une triple liaison et 3 aromatiques. Bon, donc globalement, pas une vraie idée du bonding, mais par contre, l'idée vraiment de ce carbone avec 3 phényls autour. Le radical est stable, il peut être conservé en solution, en façon cristalline, il ne réagit pas avec d'autres, et ainsi de suite. Et donc, comme je l'ai déjà dit, il a voulu être très très protecteur sur cette recherche, ce qui est généralement c'est assez bizarre parce que ce que vous voulez plutôt c'est que les gens se jettent sur vos travaux, mais lui visiblement non, mais bon de toute façon vous allez voir que le suite de l'histoire a montré que la découverte était suffisamment importante pour être poursuivie par d'autres. Toutefois il n'a pas eu le prix Nobel. Je sais, bon, ça aurait pu, mais il ne l'a pas eu. Ce qui montre aussi quand même malgré tout que c'était une chimie qui était peut-être un petit peu, on va dire, qui est restée un petit peu marginale pendant longtemps. Alors, celui-là, il est stable, mais il y a aussi des radicaux qui ne sont pas du tout stables, et on va revenir dessus. Et la première mise en évidence d'un radical a priori pas stable, c'est le radical méthyle. Donc ça, c'est Panette, qui a pris du tétraméthylplomb, donc un réactif certainement assez toxique. On le chauffe sous vide et il libère un beau miroir de plomb et 4 radicaux méthyle. D'accord ? Et si, en fin de votre on va dire, dispositif expérimental, vous avez du plomb, un miroir de plomb, eh ben, les radicaux méthyle qui vont passer dessus vont reformer le tétraméthylplomb, et donc du coup, vous voyez votre miroir disparaître. Donc, Panette en a déduit qu'il formait donc une espèce, on va dire, volante de méthyle, et tout ce qui ressemblait réellement à un radical méthyle. Et puis certainement, l'expérience phare, c'est l'expérience de Karash. Alors Karash, il a fait beaucoup de réactions radicalaires différentes, d'ailleurs on en verra d'autres, notamment les transferts d'atomes. Mais celle qui est très connue, évidemment, c'est cette addition de HBr sur les alcènes avec une régiosélectivité différente. On reviendra un petit peu sur le mécanisme, parce que c'est une réaction en chaîne, et les réactions en chaîne seront dans le 3e cours principalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, en présence de ce peroxyde, on arrive complètement à changer le mécanisme et à changer aussi le type d'intermédiaire qui est impliqué. Ici, on avait donc un carbocation, produit Markov-Nikov classique, hein,
Donc on protonne d'abord la double liaison, puis on forme un carbocation qui est piégé par le bromure. Alors qu'ici, la différence, c'est que c'est un Br point qui attaque l'alcène, et on forme ce radical intermédiaire qui, lui, va être hydrogéné. Le nombre d'articles de Karash sur cette chimie est très conséquent. C'est une bibliographie qui est assez volumineuse et qui n'est pas forcément toujours très facile à extraire vraiment les résultats importants, parce qu'il y a beaucoup de tableaux. Un de ses collaborateurs, Maillot, par exemple, va être lui très très connu, va être un des grands artisans de la chimie des polymères des années 40. Alors, donc ensuite, on va monter encore un petit peu dans le temps. Et on va avoir la bromination allylique, qui est très, une synthèse, enfin, qui est très utilisée en synthèse. Hein. Vous avez un composé allylique, vous voulez introduire un brome. Vous allez utiliser cette réaction avec du NBS. On va revenir un petit peu dessus dans le prochain cours pour son mécanisme, parce que c'est aussi une réaction en chaîne. Et puis, découverte de l'RPE, très importante parce que c'est elle qui permet d'analyser finement les radicaux, et elle permet d'analyser. Alors, la RPE elle est utilisée pour détecter un radical, mais aussi, grâce au couplage hyper fin, de déterminer les conformations des radicaux, leur environnement électronique. Donc, c'est une technique, c'est l'équivalent de la RMN, sauf que c'est un petit peu plus difficile à interpréter. Généralement, vous avez besoin de simuler les spectres et tout. Et donc, ça a été découvert par un physicien à l'époque en URSS, donc en 1944. Donc, ça, je vous l'ai dit aussi, il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'équivalent d'un projet Manhattan, mais là réduit au synthetic rubber, parce qu'il y avait un vrai problème d'approvisionnement en caoutchouc, d'où l'idée de démarrer de la polymérisations pour faire du latex, des caoutchoucs synthétiques. Et puis donc dans les années 60, réellement, on va dire en vol d'abord chimie physique organique, où on étudie les structures par RPE, les cinétiques des réactions avec ses contributeurs. Alors Ingold, c'est pas celui du Can Ingold Prelog, mais c'est son fils, Keith Ingold, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, mais qui a été un nombre. Enfin, si vous commencez à taper Keith Ingold, vous allez voir le nombre de papiers et surtout le nombre de mécanismes et d'études qu'il a pu faire. Et puis il y a aussi des réactions radicalaires. Julia, donc, qui était ici à Paris, Marc Julia, Surzur, un de ses élèves, Barton, qui a été lui aussi qui a fondé réellement une autre école très importante dans les années 60, 70 et encore plus tard. Les premières synthèses totales de produits naturels par Stork, Curran. Curran a eu cette réaction emblématique de l'hirsutène sur laquelle on reviendra. Les réactions radicalaires asymétriques dans les années 90, qui correspond aussi au livre qu'on a vu tout à l'heure. Les cascades radicalaires, bon, j'ai donné des noms, on pourrait en donner beaucoup d'autres, mais donc ça c'est aussi quand même un développement majeur, parce que c'est certainement ce qui a popularisé beaucoup la chimie radicalaire, c'est de voir qu'on pouvait faire de la chimie complexe avec ces dérivés, parce que jusqu'à présent, une bonne partie de ces réactions étaient quand même restées relativement encore simples en termes de portée synthétique, même si déjà il y avait des choses très intéressantes. Et puis donc le tournant des années 2000, où globalement des nouvelles façons d'engendrer des radicaux, mais vraiment très différentes, vont apparaître, et principalement par du SET, donc Single Electron Transfer. Donc ça, c'est ce qui va vraiment changer beaucoup la scène. Le SET était connu, hein, Kolb, d'un côté, c'est un SET, évidemment, mais là, ça va être la généralisation du SET, soit en utilisant des dérivés organiques, soit en utilisant de la catalyse organométallique avec le titane, ici pour Gansauer, ici différents types de réactifs, on reviendra dessus. Et puis la photoredox, dont je parlais jeudi, avec 2008, l'article dans Science de Macmillan et Nisevitz, et puis d'autres papiers, et puis maintenant, donc, clairement, une grosse contribution. Alors,
l'intérêt pour la chimie radicalaire a été donc le nombre de, on va dire de personnes impliquées, de players a beaucoup augmenté. Ici, Baran, en 2016, propose une revue assez synthétique dans le JAX, mais qui est intéressante à regarder. A notamment compilé cette histoire des transformations chimiques assez intéressante. Donc c'est sa vision de la discipline, mais elle est quand même, c'est une revue qui mérite d'être lue et où il y a déjà une bonne synthèse et des grandes transformations. Vous avez parlé de l'hirsutène, de Curran que voici. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle les milestones d'un certain nombre de choses. Donc voilà, donc ça c'est, vous pouvez regarder ça. J'étais en train de penser d'ailleurs qu'il y a une slide que j'ai passée tout à l'heure, dont je n'ai pas parlé. Oui, en fait, celle-là, je n'en ai pas du tout discuté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce cours ne va pas, en fait, beaucoup s'appesantir sur justement ces ROS, parce que la chimie radicalaire, souvent, est associée à toutes ces reactive organic species, oxygen species, qui sont les sources de dégradation biologique et ainsi de suite. Et là, vous trouvez beaucoup de choses. D'ailleurs, généralement, quand vous tapez radicaux ou radicaux libres, vous allez arriver beaucoup là-dessus. Mais ce n'est pas du tout l'objet de ce cours, même si on va voir un petit peu des radicaux oxygénés, les radicaux hydroxyles, mais globalement, ça c'est très intéressant, mais en tout cas, ça ne sera pas cette année au programme. Donc je reviens sur une chose qui est importante, c'est maintenant quel est notre domaine réellement d'étude ici. Et donc, on va s'intéresser à différents types de radicaux, et notamment, on va déjà les distinguer selon leur durée de vie. Et donc, globalement, on a des radicaux, on va dire, dits transients, dont la demi-vie est relativement courte. Et globalement, c'est principalement ceux qui vont nous intéresser. Après, il y a des radicaux persistants. Alors, on va faire la différence entre persistant et stable. Donc, persistant, ça sera ceux dont la demi-vie, globalement, sera supérieure à 10-3 secondes. Donc, 10-3 secondes, c'est quand même pas beaucoup. Donc, le domaine de la chimie radicalaire synthétique est principalement des radicaux inférieurs à 10-3 secondes. Donc, vous voyez qu'on est dans des processus qui sont vraiment très, très rapides. Et là, ces radicaux persistants sont principalement dus à une stabilité cinétique et généralement avec de l'encombrement stérique. Et on va définir aussi une catégorie de radicaux dits stables, et stable voulant dire, donc ça c'est Ingold dans cet article qu'il définit, hein. Donc cette classification vient de cet article-là d'Ingold. Ça va être les radicaux type Gomberg, c'est-à-dire que ceux qu'on peut vraiment, on va dire, mettre dans un ballon et exposer à pas mal de conditions, lumière et autres, et qui restent stables pendant des années. D'accord? Donc il y en a un certain nombre. Comme je vous dis, ils retrouvent un intérêt important pour des développements matériaux, mais donc c'est vraiment radicaux qui peuvent être manipulés et stockés dans le labo avec pas de précaution particulière. Donc revenons sur les radicaux non stables. Si vous les engendrez, ils vont avoir tendance à donc réagir très très vite. Et leur façon de réagir très très vite, ça va être principalement de dimériser, c'est ce qu'on a montré ici. Vous allez former le dimère, boum. Donc ça, c'est des cinétiques très très importantes, à la limite de la diffusion dans votre solvant. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dismutation, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, un des radicaux, ici, globalement, vous avez un radical comme ça, qui va qui va réagir avec un autre. Donc, par exemple, imaginez ici que vous avez ici on a un hydrogène. On va prendre le radical éthyle, ça sera plus simple. Ou on peut mettre un carbone ici. Hop. Peu importe. Et donc, on a le même radical, je ne sais pas si... Brosse. Oui.
Et donc ce radical, imaginons que donc, ici on a une chaîne carbonée, peut réagir avec et donc globalement, ici, lui va prendre cet hydrogène. Non, pardon, il va. Excusez-moi, c'est pas celui-là qui prend. Hop. Il va prendre celui-là. Et donc, à la fin, ça vous donne ce produit réduit, plus ici l'équivalent du diradical, formellement, hein, ce qui correspond à la double liaison. D'accord? Donc c'est ça, cette dismutation. Et ces dismutations, c'est quelque chose que l'on observe beaucoup dans les réactions de polymérisation. C'est une façon de terminer aussi les réactions de polymérisation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait également très vite. Et donc, globalement, bon, synthétiquement, à partir du moment où ça vous donne deux produits, ce n'est pas forcément hyper intéressant. Alors, l'autre activité des radicaux, c'est la réaction avec l'oxygène. On l'a déjà vu, hein, le radical triphényméthane former ce dimère avec le dioxygène. Mais d'une façon générale, oxygéner les radicaux, ça marche très bien. C'est une réaction qui est très très rapide. Ce qui veut dire aussi que c'est un problème, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la chimie radicalaire, on va dire propre, il vaut mieux éviter la présence d'oxygène. Si vous mettez de l'oxygène délibérément, vous allez oxyder très vite. Si vous avez des traces d'air, attention, vous allez peut-être avoir de l'oxydation, en tout cas qui peut se produire. Et puis, vous avez aussi le problème du solvant. Donc, S, c'est le solvant, et de certains hydrogènes qui peuvent être arrachés. Et notamment, par exemple, un mauvais solvant pour faire de la chimie radicalaire en moyenne. C'est d'une façon générale, c'est tous les solvants éthérés. Il faut mieux éviter parce que ils ont des hydrogènes dits labiles. Et donc, vous allez avoir, si par exemple vous avez un radical R, et que vous avez du THF, vous avez une possibilité non négligeable d'obtenir ce genre de choses. Donc, de former votre radical ici sur le THF. Alors, ça va dépendre, on va le voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que ça va dépendre du caractère nucléophile ou électrophile du radical, mais enfin, globalement, c'est un problème. Surtout que le solvant, généralement, il y en a beaucoup, donc vous imaginez que c'est une possibilité. Donc, les beaux solvants pour faire de la chimie radicalaire, ça va être principalement des solvants chlorés, l'acétonitrile, éventuellement le toluène, le DMF, mais bon, on évite tout ce qui est diéthyléther, THF, dioxane, bon, c'est possible d'éviter. L'eau, vous marquerez, je ne parle pas beaucoup d'eau, parce qu'en fait, l'eau n'est pas particulièrement un problème, contrairement à la chimie organométallique classique, où l'eau va protoner un intermédiaire organométallique. L'eau ici, à partir du moment où vous avez une énergie de liaison ici qui est très élevée, parce que l'énergie de liaison ici, la BDE, BDE c'est Bond Dissociation Energy, elle est supérieure à 100 kcal par mol, donc on est assez à l'abri de l'arrachement d'hydrogène sur l'eau, en tout cas si l'eau n'est pas activée d'une façon ou d'une autre. Donc l'eau, on n'a pas forcément besoin de travailler dans un milieu hyper anhydre. Mais par contre, travailler à l'abri de l'oxygène, c'est fortement conseillé. Alors, les radicaux stables, on va commencer par eux. Il y en a plusieurs types. Vous avez par exemple ce DTPH, diphénylpicrésyl hydrazyle. Et donc c'est des cristaux violets. Pas de précaution particulière. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui va contribuer à ce qu'il est très stable? Il y a évidemment de la délocalisation sur les aromatiques. Il y a aussi quand même un encombrement stérique non négligeable autour de la densité de spin ici.
et donc ce qui vraiment aide beaucoup la stabilité, puis on va revenir là-dessus. Donc là, il y a une revue récente sur l'utilisation des radicaux stables, notamment principalement dans la chimie des matériaux. Celui qui est assez connu aussi, c'est le galvinoxyle. Donc c'est le même type de stabilisation, hein. Vous voyez que vous avez un centre ici oxygéné, il est porté par l'oxygène, le radical, mais il peut se délocaliser totalement. Et mine de rien, vous avez quand même ces terres butiles ici qui sont très protecteurs du centre radicalaire. L'autre, une famille particulièrement importante de radicaux stables, c'est tout ce qui est nitroxyde. Et nitroxyde, il y a beaucoup de chimie avec ces composés-là. Donc, c'est des radicaux de dérivés. Par exemple, l'archétype du nitroxyde, c'est le tempo. Donc, découvert dans les années 60 d'ailleurs par un groupe russe. Et donc, ce radical est très stable. Il se trouve que là, on écrit généralement la densité de spin sur l'oxygène, mais en fait, elle est partagée entre les deux atomes, hein, azote et oxygène. Et c'est pour ça que parfois, d'abord, on peut écrire ces deux structures limites, ça c'est très important, hein, donc, ce qui contribue beaucoup à la stabilisation des nitroxydes. Et on peut aussi écrire finalement un radical ici délocalisé sur ces deux atomes. Alors, ce qui est très important pour les nitroxydes, il y a donc cette délocalisation, mais il y a aussi un facteur stérique important qui est le suivant, c'est que généralement, il vous faut ici que cette position soit quaternaire. Il ne faut pas qu'il y ait d'hydrogène en alpha de l'azote. Pour la raison suivante, c'est que globalement, si vous prenez par exemple un nitroxyde ici, qui a un hydrogène, on va dire que celui-là, là, c'est quaternaire, peu importe ce qu'il y a ici. Globalement, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir un arrachement d'hydrogène entre deux nitroxydes. Et donc, le radical ici, globalement, va prendre cet atome d'hydrogène. Et donc, vous formez, en fait, c'est une dismutation, comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est strictement la même chose. Et vous allez former le dérivé hydrogéné. Plus, en fait, ce dérivé ici, alors on peut l'écrire comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, globalement, ici, vous avez le doublé. Et en fait, la meilleure forme, c'est de l'écrire sous la forme nitrone. Et donc, c'est ce qu'on appelle une nitrone. Donc, la plupart de vos nitroxydes ici vont être toujours un groupement ici quaternaire pour les protéger de cet arrachement, on va dire, entre substrats. Donc, la chimie des nitroxydes, vous avez des groupes dans le monde qui travaillent, j'ai envie de dire, que sur ça, sur leur design, parce que le nombre d'applications est vraiment hyper important, que ce soit pour la fonctionnalisation de biomolécules, la polymérisation. Et ce qui est très important, une des grosses applications des nitroxydes, c'est que ce sont vraiment des pièges à radicaux. C'est-à-dire que la cinétique du piégeage d'un radical par le nitroxyde est extrêmement rapide. Et la plupart des radicaux vont réagir avec les nitroxydes pour former ce dérivé-là avec une cinétique extrêmement rapide. Donc ça, c'est aussi leur utilisation.
Mais ce piégeage peut être rapide, mais réversible. Et ça, c'est l'autre point important. Alors, des radicaux persistants, donc généralement, c'est des radicaux qui vont avoir une stabilité cinétique. Alors, le radical de Gomberg, il est un petit peu entre les deux. Il est persistant et relativement stable, mais comme il y a quand même le dimère qui se forme, on ne considère pas comme le radical stable totalement, dans le sens où il y a cette possibilité de dimérisation. Mais donc, c'est plutôt un radical persistant. Par contre, si vous commencez à mettre des substituants sur le radical de Gomberg, là, vous arrivez à des radicaux parfois très stables. Ici, ce qu'on voit très bien, c'est le facteur encombrement stérique, parce que, par exemple, un radical vinylique comme celui-ci, les radicaux vinyliques, c'est évidemment très réactif, mais dès que vous l'encombrez, vous arrivez quand même à avoir un temps de demi-vie de 6 secondes. Alors, ce n'est pas beaucoup, 6 secondes, mais c'est quand même notoire pour calmer certaines réactivités. Celui-ci, dès que vous mettez 2 terres-butyl ici sur ce carbone, votre demi-vie ici va être de 50 secondes. Donc, vous voyez, celui-là, c'est pareil, les terres-butyl le protègent. Donc là, on reste, c'est quelque chose que vous aurez du mal à observer, mais enfin bon, a priori, en RPE, vous pouvez. Mais donc, c'est des radicaux qui évoluent quand même avec le temps. Ici, on a un transfert d'hydrogène intramoléculaire, mais bon. Donc, c'est ce qu'on appelle un radical persistant. Donc, généralement, une intervention stérique qui prévient un certain nombre de cinétiques, dont celle de la dimérisation, celle de l'oxydation, celle de la dismutation. Donc, c'est les réactions qu'on a vues tout à l'heure qui se passent sans qu'on les veuille. Alors, si on revient maintenant aux radicaux, on va dire ceux qui nous intéressent. Qu'est-ce qui fait est-ce qu'ils sont tous pareils? Donc là, on va arriver sur il y a quand même, dans les radicaux non stables, il y a une certaine échelle de stabilisation. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va contribuer à un radical à être particulièrement plus stable qu'un autre dans ce domaine? Par exemple, la conjugaison. Un radical allyle, ici, où il y a une certaine délocalisation, va apporter une stabilité. Et effectivement, un radical benzyle ou allyle a souvent une réactivité différente des autres radicaux alkyles, notamment les radicaux benzyliques dimérisent très facilement. Donc ça, c'est important, et c'est principalement dû à cette délocalisation. Alors, vous allez voir, là, je vous donne la vision très classique, vous allez retrouver dans la plupart des livres, et on va avoir aussi cette échelle en disant qu'un radical tertiaire est beaucoup plus stable qu'un radical secondaire, qui est lui-même plus stable qu'un radical primaire, qui est plus stable que le radical méthyle. Et l'idée, évidemment, l'analogie, ça fait tout de suite penser à l'échelle de stabilisation des carbocations. Et le raisonnement sous-jacent à ça, évidemment, c'est qu'un radical va être stabilisé de la même façon qu'un carbocation, puisqu'il a cet électron déficient. Et puis, de toute façon, on peut utiliser l'hyperconjugaison pour justifier ça. Donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, en fait, justifier. Vous avez une interaction de ce type-là. Vous avez globalement un centre radicalaire ici, donc avec un électron. Et puis de l'autre côté, vous avez une liaison avec 2 électrons, type une liaison CH. Et globalement, vous allez bâtir une... Donc ça va être l'orbitale la plus haute du radical. C'est ce qu'on va appeler la SOMO. On va revenir sur ce terme-là plusieurs fois. Donc c'est single occupied. Et puis donc vous avez donc une liaison sigma CH classique. Hein.
Donc là, ça c'est la HOMO, donc c'est la Highest Occupied Molecular Orbital. Et donc, interaction avec 3 électrons, vous stabilisez par cette interaction. Et pour qu'elle ait lieu, cette interaction, généralement, il vous faut un phénomène important. Donc, il vous faut que votre CH, ici, soit donc coplanaire avec la SOMO. D'accord ? Il faut que ce soit, vous ayez un arrangement ici coplanaire pour avoir le recouvrement maximum. Ça, c'est important. Donc ça, c'est l'analogie, donc c'est vraiment l'hyperconjugaison basique. Et donc, quand vous avez évidemment un radical substitué, il pourra faire cette hyperconjugaison dans des CH ou dans des CC et avoir cette stabilisation par des liaisons sigma riches en électrons. Et plus vous en avez, potentiellement, plus votre radical est stabilisé. Donc c'est un mécanisme, enfin on va dire c'est une façon de penser qui est intéressante. Vous allez voir que je vais vous présenter un article qui remet en cause pas mal ce modèle. Donc ici, là aussi, de façon très classique, on va classer les radicaux, leur stabilisation par la BDE d'arrachement de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'en fait, ici, en fait, les valeurs qui sont ici, c'est la BDE RH, c'est-à-dire c'est vraiment l'énergie à fournir Donc c'est vraiment l'énergie à fournir pour former le radical et le H point, donc Bond Dissociation Energy. Et ces valeurs, comme vous le voyez, elles ont quand même une amplitude assez importante, 85 kcal par mol pour le radical benzylique, puis allylique, un tertiaire, un secondaire, primaire, méthyle, vinyle, alcynyle. On reviendra un petit peu sur ce radical parce que celui-là, est-ce qu'il existe vraiment? Ce qui est important aussi, c'est que vous voyez les radicaux oxygénés, ça revient au problème de l'eau. Arracher un hydrogène sur un oxygène, c'est compliqué. Donc ça, ces valeurs sont exactes et on a dit, en fait, ça marche bien parce que justement, les radicaux qui sont formés sont stabilisés. On a aussi des stabilisations par mésomérie, que ce soit par effet donneur ou accepteur. Donc le cas classique, pi accepteur, au final, vous avez par exemple un radical ici en alpha d'un carbonyle, et vous allez pouvoir écrire cette structure limite qui contribue à stabiliser votre radical. Ça, d'accord, c'est un peu comme ce qu'on écrirait pour un énolate. Ou vous avez aussi un radical, par exemple, qui est en alpha d'un oxygène, et vous pouvez écrire cette structure ici, qui fait apparaître une charge moins ici, un radical cation ici, et ainsi de suite. Donc, et puis si vous conjuguez les deux, vous avez ce qu'on appelle un effet captodatif, c'est-à-dire que vous avez à la fois un pi donneur et un pi accepteur, et donc vous avez un radical dit captodatif, particulièrement stabilisé. L'exemple classique, c'est le radical glycyle, où on a arraché l'hydrogène ici, et vous voyez que ça baisse quand même de façon très sensible l'énergie de liaison hydrogène ici, 78 kcal par mol, donc c'est inférieur au radical benzylique. Donc ça, c'est on va dire les facteurs contributifs pour la stabilisation. Alors on a, basé sur ce schéma des BDE, il a même été proposé de proposer ce qu'on appelle une RSE, donc une Radical Stabilization Energy, et donc globalement on regarde cette Radical Stabilization Energy, regarde la BDE entre le méthane et votre alcane, ou votre dérivé RH.
Et donc, ce que vous voyez, c'est que bon, pour le méthane, c'est 0. Dès que vous êtes en négatif, ça veut dire que là, vous allez avoir des composés où l'arrachement de l'hydrogène va être particulièrement difficile. Alors, ce qu'on peut regarder de ces valeurs, c'est qu'effectivement, on confirme qu'avec la substitution, l'arrachement de l'hydrogène est généralement plus facile. Les BDE ici sont faibles. Ce qui est important aussi, c'est donc on voit filer des hétéroatomes. Vous voyez que par exemple, par contre, sur des cycles comme ce cyclopropane, arracher un hydrogène va être particulièrement compliqué parce qu'on a un fort caractère sp2, on se retrouve presque dans un système vinylique. Sur un cyclobutane, ce n'est pas si facile que ça non plus. Et il y a deux valeurs qui sont intéressantes, c'est de comparer sur le méthanol, puisque vous avez deux hydrogènes. Et donc, celui qui est facile à arracher, c'est lui. Et celui qui est dur à arracher, en fait, c'est lui. Et donc, c'est d'où les deux valeurs différentes, 104 et 94, où vous voyez quand même il y a 10 kcal de différence, parce que lui bénéficie de l'effet donneur du OH, donc une certaine stabilisation par mésomérie, alors qu'ici, vous allez engendrer un haut point, et les hauts points, eux, sont difficiles à engendrer. Donc, et souvent, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on voit le méthanol, on se dit toujours, l'hydrogène qui va partir dans un processus radicalaire, c'est celui sur l'oxygène. Et en fait, non, ce n'est pas le cas du tout, c'est celui qui va vraiment partir sur le méthyle. Alors vous voyez que le phénol, typiquement, lui, est un cas particulier, parce que là, du coup, on tombe sur un radical qui est stabilisé donc, par mésomérie. Et donc là, on peut écrire toutes ces formes-là, et ainsi de suite. Donc ça stabilise. Et en fait, ces phénols, si on les habille bien, peuvent même devenir des antioxydants. Donc il y a beaucoup de phénols. Donc, quand on vous dit dans le vin rouge, il y a des antioxydants type phénolique, c'est basé sur ce genre d'arrachement d'hydrogène et d'engendrer un radical sur un noyau phénate et qui est particulièrement délocalisé. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore de cette courbe? Le cyclohexadiène, vous voyez, qui est fortement activé, qui va être quand même un donneur d'hydrogène assez conséquent et qu'on voit dans certaines réactions. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, cette RSE, vous allez voir, on va revenir là-dessus, il y a quelques soucis. Alors, il y a plusieurs soucis, déjà, il y a eu même ceux qui l'ont utilisé ont dit, bon, alors déjà, le problème, c'est que c'est un traitement superficiel parce qu'on se base uniquement sur l'arrachement d'un hydrogène sur des dérivés carbonés. Et en plus, les effets des hétéroatomes ne sont pas toujours très bien pris en compte. Donc, Zipse, typiquement, en 2010, lui a sorti un article où il recompile pas mal de BDE, et notamment, il regarde aussi les BDE des composés RXH, en prenant comme référence le radical hydroxy et ce radical SH'. Et après, il corrèle un petit peu les données, parce qu'en fait, toutes les BDE, là, pour la RSE, en tout cas, le radical de référence, c'est le radical méthyle. Donc là, il fallait trouver aussi une référence pour les radicaux RX', et donc il va prendre le OH' et le SH', et il va dégager des tendances. Mais malgré tout, il y a d'autres soucis. Dans certains cas, donc ça c'est les travaux de Michel Coute, qui va donner un séminaire elle aussi au prochain symposium. Il y a des problèmes parfois stériques avec les BDE. Donc elle a proposé une autre échelle, c'est qu'on va comparer les énergies de scission du groupement RR avec par exemple l'éthane, ou même, parce que là il peut y avoir parfois des conjugaisons qui sont problématiques, ou par exemple la scission du radical éthane par rapport aux dérivés substitués ici. Donc on va regarder les différentes BDE. Donc ça c'est des traitements, il y a beaucoup de compilations, ça bourdonne des choses, mais bon, globalement ça reste un chantier un petit peu non fini.
Alors, ce qu'a proposé lui Bickel-Haupt, c'est qu'en fait, et c'est là qu'il va casser un peu c'est un article qui est récent, c'est que contrairement au dogme, ce qu'il dit, c'est que lui, quand on rajoute des méthyles sur un radical, ou d'une façon générale, ça ne le stabilise pas. En fait, ce qui est clair, c'est que quand on rajoute des méthyles sur un dérivé organique, la BDE va décroître, c'est-à-dire la liaison, en gros, sur un dérivé où vous rajoutez beaucoup de substitutions ici, si vous substituez vos hydrogènes, typiquement si on prend un cas comme ça, on va donc si vous comparez, on va prendre le cas extrême, méthane par exemple, à celui-là. Ces calculs confirment qu'évidemment l'énergie de liaison ici, cette BDE ici, on va l'appeler 1, et ici on va l'appeler 2. Il confirme que cette carbone-hydrogène est beaucoup plus facile, l'énergie de liaison est plus basse. Mais ce n'est pas un problème de stabilité du radical. En fait, c'est toute la confusion de la RSE. Ce n'est pas dû au fait que le radical qui en découle est plus stable, c'est dû au fait qu'ici, globalement, vos méthyles ici exercent un encombrement stérique tel que globalement ça affaiblit cette liaison carbone-hydrogène. Plus il y a de méthyl, en fait, plus votre système est déstabilisé et plus il va en fait céder facilement cet hydrogène, alors que dans le méthane, ici vous êtes dégagé de ce problème. Et donc d'une façon générale, les liaisons carbone-méthyle, de toute façon, elles vont être moins énergétiques que les carbones-hydrogène. Et donc globalement, votre substrat ici est globalement déstabilisé par cette introduction de groupements carbonés. Donc lui, il remet complètement en cause les histoires de RSE. Ce qu'il faut garder des slides précédentes, c'est que les énergies de liaison carbone-hydrogène sont vraies, mais pas basées sur la stabilité du radical, uniquement sur un phénomène d'accessibilité de l'hydrogène. Donc ça, c'est assez intéressant comme point de vue. C'est récent. Et donc, se pose la question, par exemple, le radical méthyle, finalement, qu'on voit toujours comme un radical très, très instable. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, selon lui, ses calculs, le radical méthyle, globalement, n'est pas particulièrement instable. Simplement, cinétiquement, évidemment, il est très réactif. Et donc, c'est pour ça on confond un petit peu ce phénomène. L'autre point aussi, ce qui montre, c'est que utiliser... alors, bon, ça, c'est des calculs. Hein, ce qu'il dit, c'est que l'hyperconjugaison, par exemple, typiquement pour les radicaux, les stabilisations par hyperconjugaison sont dérisoires. Donc, ce que je vous ai écrit, le schéma ici, je vous ai écrit, typiquement, lui, il le trouve négligeable en termes de stabilisation. Donc, à retenir, ces énergies de liaison hydrogène, carbone-hydrogène sont importantes. Elles sont importantes parce que globalement, elles nous emmènent à la réactivité qu'on va voir au cours prochain. Elles vont être importantes pour les réactions de ce qu'on appelle de transfert d'hydrogène. Et comme vous le savez, les réactions de transfert d'hydrogène, c'est quoi? C'est simplement de la fonctionnalisation CH. Donc on va arracher l'atome d'hydrogène, on va faire un radical. Donc avoir une bonne idée des liaisons carbone-hydrogène, c'est bien. Raisonner sur la stabilité des radicaux, c'est un autre problème. Alors il y a un autre article intéressant qui est sorti juste un petit peu avant celui de Bickel-Haupt. Alors Bickel-Haupt a fait aussi un article sur les radicaux captodatifs. Donc c'est quelqu'un qui publie pas mal sur ces domaines et qui casse un petit peu les dogmes. Alors celui-là, il est intéressant aussi. Donc c'est aussi un papier de chimie théorique et qui lui donne, on va dire, des guidelines pour trouver des radicaux stables. Mais on peut aussi l'utiliser, ce qu'il propose, pour les radicaux, on va dire, réactifs. Et donc lui, il définit une échelle
qui va appeler la Radical Stability Score. Donc là, c'est pareil, il se débarrasse du terme RSE, qui comprend deux facteurs. Tout d'abord, un facteur thermodynamique de stabilisation et un facteur de persistance cinétique, puisqu'on a vu que la persistance, c'est un facteur cinétique. Et donc, il associe les deux et il va attribuer ça, où il prend les deux termes, en gros 50-50, avec le V bur, lequel je vais revenir, et le maximum de spin, de density. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un radical, on va prendre un radical, on va déjà terminer, on va vérifier le premier terme, la stabilisation thermodynamique. Pour lui, c'est lié à cette maximal fractional spin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple, sur le radical méthyle, vous n'avez pas de délocalisation de votre radical. Le spin, il est à 100% sur l'atome de carbone. À l'autre extrême, dans le cas du radical benzylique, votre radical, il est complètement délocalisé sur tout le noyau aromatique. D'accord? Et il y a le maximum de spin sur un des carbones, qui doit être celui-ci, va être uniquement de 0,39. Okay? Sinon, ça veut dire que vous avez 100% de densité de spin répartie, mais le maximum va être de 0,39 sur ce carbone. Ici, quand vous mettez un méthoxy, vous avez un peu de délocalisation. Vous avez encore 90% de la densité de spin sur ce méthylène. Et dans le radical allyle, c'est bien délocalisé. Le maximum, c'est 0,42. Okay? Plus ce chiffre est bas, plus votre radical, on va dire, est stabilisé. Parce que ça veut dire que votre densité de spin est très, très délocalisée. Okay? Donc ça veut dire que dans cette équation, ah oui, là, il me manque. Là, il y a un moins. Excusez-moi, donc là, il y a un moins. Donc, vous allez faire 1 moins votre maximum de spin. Donc, plus cette valeur est basse, donc évidemment, plus 1 moins va être grand. Et donc, plus ça va contribuer sur le facteur, on va dire, thermodynamique. Okay? Donc là, il y a un moins. Ça, c'est le premier aspect. Et il y a l'aspect persistance, c'est-à-dire le buried volume. Alors, le buried volume, problème, vous en avez peut-être entendu parler, c'est beaucoup utilisé pour les ligands. On a aussi toujours ce problème de définir sur un ligand, sur un métal, quel est son volume réel on va dire, de protection du métal, quel genre de sélectivité il peut amener par son encombrement stérique. Et ça a été défini par Nolan. C'est un calcul. Alors, le calcul du buried volume, c'est en fait, on prend une sphère. Donc là, en fait, ce qu'ils prennent, c'est ils prennent une sphère autour du maximum de densité de spin. Ils définissent un rayon et ils regardent combien il y a de pourcents du substrat, enfin du radical, qui est dans cette sphère. Okay? Donc, plus ce pourcentage est important, plus ça veut dire finalement qu'il y a de l'encombrement stérique autour du radical. D'accord? Donc, ce buried volume est une bonne indication de l'encombrement stérique autour du radical. Donc, plus votre buried volume est grand, plus votre densité de spin est petite, plus votre radical stability score va être important. Et donc, il va définir des régions ici où, globalement, on voit ici. Donc, pour se mettre dans la région où vous voulez des radicaux stables, il faut que votre spin density soit la plus petite possible. Donc, ça sera plutôt ici à gauche. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est des buried volumes, eux, au contraire, les plus grands possibles. D'accord? Et donc, vous arrivez à des radicaux ici, dans cette zone-là, les radicaux particulièrement stables. Et donc, à contrario, le radical méthyle, lui, a tout faux, puisque le buried volume est tout petit, et la spin density, elle est très faible. Et ainsi de suite, ici. Donc, vous voyez, même le radical tierbutyl, typiquement, a globalement un buried volume, bon, certes non négligeable, mais par contre, au niveau de spin density, il n'est pas extraordinaire, quoi. Donc cet article corrèle un petit peu, va un petit peu dans le sens de l'autre, c'est-à-dire que finalement cette RSE qu'on a eue initialement était assez trompeuse et qu'il faut regarder faut probablement regarder autrement les phénomènes de stabilisation des radicaux. Donc, et ça c'est bien si vous voulez aussi faire du design d'un radical particulièrement stable, vous allez pouvoir, vous savez ce qu'il faut faire, donc il faut une délocalisation réellement maximum du radical et assurer ce volume
un gros encombrement autour de votre centre où la densité de spin reste malgré tout la plus élevée. Alors l'autre question qui est importante aussi quand on fait de la chimie radicalaire, c'est finalement leur structure. Parce que pour l'instant, on a parlé beaucoup de leur stabilisation, mais quelle est la structure d'un radical? En fait, le radical méthyle en fait, est plan. Hein, souvent, c'est des plans. Quand vous mettez des groupements alkyles ou des hétéroatomes, globalement, vous pouvez avoir un peu de pyméradisation, mais c'est surtout vous avez une barrière d'inversion très rapide, comme une amine, par exemple. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous avez un centre homochiral, ça veut dire qu'il va se perdre. D'accord ? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. D'ailleurs, c'est une bonne indication que vous passez par un radical, c'est que, typiquement, si vous avez un centre homochiral, évidemment, si à la fin, vous avez perdu cette homochiralité, ça veut dire que la probabilité que vous soyez passé par un intermédiaire radicalaire est conséquente. Et ce qui va conduire à la pyramidalisation, c'est par exemple, si vous prenez le radical ici avec des fluors, plus vous en rajoutez, plus c'est pyramidal. Alors ça reste quand même un angle assez modéré. Mais, et ça, c'est dû au fait que le fluor, il y a évidemment, la carbone fluor n'est pas très longue. Et par ailleurs, il y avait tous ces doublés sur le fluor. Donc là, vous allez en fait minimiser la répulsion électronique entre les doublés du fluor et donc conduire à ce radical coudé, quoi. Et puis après, vous pouvez aussi forcer la pyramidalisation uniquement par la structure de la molécule. Donc, par exemple, ce radical tertiaire est nécessairement pyramidal. Par contre, ici, vous pouvez avoir, quand vous avez la conjugaison, au contraire, vous allez avoir des radicaux complètement plans. Donc, ici, vous avez aussi des radicaux, comme les radicaux vinyliques, qui vont, eux, s'invertir très, très rapidement. Donc à moins 180, vous voyez la cinétique, c'est quand même d'une grande rapidité. Donc ça, c'est des travaux des années 70-80 qui ont étudié tous ces réarrangements, ces pertes de configuration des intermédiaires radicalaires. Alors là aussi, c'est différent par rapport à la chimie, par exemple, anionique. Si vous savez bien que vous faites un échange halogène d'un métal sur un vinyle bromure, si vous prenez par exemple un bromure comme celui-ci et que vous mettez du terbutyl-lithium, vous allez obtenir ce lithien, d'accord, plus du LiBr et ainsi de suite. Et ça, il est configurationnellement stable, en tout cas dans la température d'utilisation classique. Par contre, le radical, si vous passez par le radical, ce radical va en fait exister sous la forme ZE, et donc vous allez avoir les deux isomères après hydrogénation, donc vous allez perdre complètement la configuration de la double liaison. Ce qui est quand même à prendre en compte aussi dans certains plans synthétiques. Alors, d'une façon générale, là, votre radical vinylique, il va être, on va dire qu'il va être coudé, il va être bent, sinon ici, il peut être linéaire, ce qui favorise la linéarité des radicaux. Il n'y a pas beaucoup de groupes, en fait. Il y a principalement un aromatique ou des acides carboxyliques, et c'est des papiers de ce type-là, où là, il y a beaucoup de RPE, typiquement, et d'analyse structurale. Et dans le cas du phényl, en fait, vous avez une délocalisation du spin sur le cycle aromatique. Et donc, globalement, vous avez, c'est ça qui va aider à avoir cette linéarité. Et donc, dans ce cas-là, votre carbone, ici, on peut considérer que c'est un carbone hybridé SP. D'accord ? Alors qu'ici, votre carbone reste hybridé SP2. D'accord ? Alors, pour terminer, ce qui va en fait, qui est un principe qui va être important dès le cours prochain, c'est aussi les effets polaires. C'est-à-dire que globalement, contrairement à une idée simple, c'est que même s'ils sont neutres, les radicaux, il y a quand même des densités électroniques, et donc il va y avoir un caractère électrophile ou nucléophile qui peut s'exprimer.
Et donc électrophile, bah, globalement, c'est assez simple, hein, comme le nom l'indique, c'est que globalement, il va y avoir une avidité électronique. Et donc on va former l'espèce anionique, enfin l'espèce anionique qui découlerait du radical est-elle envisageable ou pas? Et si elle paraît envisageable, c'est que globalement, vous avez certainement un caractère électrophile assez important. Et inversement, nucléophile, vous allez, si vous retirez un électron, est-ce que vous formez une espèce qui a l'air potentiellement existante? Et donc, ça vous donne une bonne idée. Donc, ça, c'est une façon de raisonner, mais qui finalement marche quand même pas mal. Après, on va voir d'autres aspects aussi là-dessus. Mais... Donc, typiquement, là, du coup, la substitution, elle, vous aide à stabiliser, par exemple, un carbocation. Et donc, effectivement, la nucléophilie des radicaux va augmenter avec la substitution. Donc là, par contre, ça reste assez vrai. La présence d'hétéroatomes, elle, va conduire à des hétéroatomes donneurs, va conduire à des radicaux nucléophiles. Tout simplement, par exemple, si vous prenez un radical ici, je reviens toujours sur le méthoxy, on va mettre une amine, par exemple, un radical de ce type-là. Bah, comme vous pouvez écrire cette structure limite ici, où vous faites apparaître pratiquement un carbanion, donc évidemment ce radical a un caractère nucléophile important. D'accord? Donc, par contre, les radicaux électrophiles, ça sera l'inverse, donc ils vont avoir des groupements pi conjugants accepteurs et donc conduire à plus facilement, et donc vont réagir plus facilement avec des centres riches en électrons. Donc, c'est quoi les radicaux électrophiles? Ça va être R au point. Bah, R au point, on comprend bien, si vous donnez un électron à R au point, il va faire l'alkoxyde et c'est particulièrement stable, F point, Cl point. Et donc, c'est surtout important, et c'est là que ça va être, c'est ça ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est qu'un radical nucléophile, globalement, quand il va interagir avec un partenaire, dans l'état de transition, on va avoir pratiquement un don d'électrons de ce nucléophile pour évoluer vers une espèce chargée positivement, et votre partenaire ici qui lui prend plutôt qui accepte une densité électronique, et inversement, un radical électrophile, lui, va pouvoir avoir tendance à arracher, quand il va réagir avec votre partenaire, plutôt à arracher un électron et évoluer vers ce couple où lui, il a piqué un électron et lui, se l'est appauvri. Donc, par exemple, typiquement, un radical électrophile va arracher un hydrogène sur un partenaire où il y a une densité électronique assez importante. Donc, c'est important, cette notion pour les transferts d'atomes, donc les HAT et la réaction intermoléculaire. Et il y a une revue qui est sortie récemment là-dessus, dont on reparlera la semaine prochaine. Un index aussi récent sur la nucléophilie et l'électrophilie. Donc c'est un article de 2007, mais qui a classé environ 35 radicaux selon leur caractère électrophile ou nucléophile. Alors c'est des calculs. Je n'ai pas mis les paramètres qui calculent, mais bon, globalement, il y a deux extrêmes. Hein, le radical F point, évidemment, extrêmement électrophile, ça paraît logique. Celui-ci, très nucléophile, en fait, il a tout pour. Hein, il a 2 méthyl, cet oxygène. Et puis, entre les deux, vous avez différents types de radicaux. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple, il y a des choses qui sont surprenantes. Par exemple, un phényl, on ne sait jamais trop où le mettre. Et on voit que finalement, il est un peu au milieu, un petit peu plus nucléophile qu'électrophile. Mais ce qui est assez intéressant, c'est trifluorométhyl, du coup. Parce que trifluorométhyl, on le voit toujours comme un radical extrêmement électrophile. Et là, finalement, il s'avère modérément vraiment au milieu de la nucléophilie et l'électrophilie. Et finalement, ce n'est pas non plus si surprenant que ça, parce que le radical électrophile, la réactivité parfois des radicaux trifluorométhane n'est pas ne montre pas autant d'électrophilie que cela, quoi. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et probablement, d'ailleurs, ça a été la difficulté de beaucoup de gens qui se sont lancés dans la chimie radicalaire assez rapidement suite à la catalyse photoredox, de ne pas analyser ces problèmes de nucléophilie et d'électrophilie des radicaux, parce que ça va, dans les réactions intermoléculaires, ça a beaucoup d'importance en fait.
Alors, dans les réactions intramoléculaires, vous allez voir, les phénomènes électroniques, électrophiles et nucléophilie, eux, sont plutôt nivelés. On a d'autres considérations, mais globalement, si vous programmez une réaction intermoléculaire, c'est des critères vraiment à prendre en compte. Et l'autre point qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne idée des cinétiques. Alors, il se trouve que la chimie radicalaire, vous avez pratiquement 100 ans de cinétique sous la main, donc il y a beaucoup de cinétiques qui sont connues. Et donc, clairement, ça, c'est important pour préparer pour envisager des réactions. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que d'une façon générale, comme je vous l'ai dit, les vitesses des réactions radicalaires sont très rapides, mais surtout déjà, celle du radical que vous engendrez, lui, a une façon d'évoluer extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'il va dimériser très rapidement, il va se disproportionner, ça on en a déjà parlé. Donc ça veut dire aussi que si vous, quand vous engendrez un radical, vous voulez l'utiliser pour faire de la chimie, il faut que vous ayez en tête cette compétition potentielle. C'est-à-dire que si vous voulez que votre radical s'additionne par exemple sur une double liaison, il faut éviter cette dimérisation ou cette disproportion. Donc ça veut dire que généralement, on va jouer un petit peu sur les équivalents, où on va engendrer le radical de façon lente, on ne va pas faire en sorte que 100% du radical soit engendré, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre chose, c'est que d'une façon générale, la difficulté, c'est que les réactions que vous proposez un radical avec une molécule diamagnétique, donc par exemple juste simplement une addition, elles sont de nature quand même plus lente. Alors elles peuvent être quand même, heureusement, il y a quand même des réactions d'addition qui peuvent être très rapides, mais certaines sont plus lentes, donc il faut vraiment programmer les réactions en tenant compte des cinétiques, donc comme je répète, donc jouer sur les nombres d'équivalents et ainsi de suite. Ce qui est très clair, c'est que toutes les cinétiques radicalaires, elles sont beaucoup plus rapides que les processus ioniques. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, ce qui fait aussi potentiellement, malgré tout, un avantage. Alors, ça, c'est les étapes élémentaires, mais après, vous avez votre réaction, elle, que vous avez pratiquée. Et ce n'est pas parce que les étapes élémentaires sont très rapides que votre réaction, on va dire d'un point de vue macroscopique, est très rapide, parce que vous pouvez avoir des problèmes de génération des radicaux ou une réaction en chaîne qui n'est pas totalement efficace. Donc, globalement, ce qui est très important ici, c'est de vraiment jouer sur les phénomènes, sur la concentration et l'efficacité des réactions en chaîne, et donc avoir des processus d'initiation qui marchent bien. Donc, il y a tout un design de choses. Donc, typiquement, en plus, si vous commencez à mettre une source lumineuse, à quel point votre source lumineuse va favoriser ou pas la formation du radical initiateur, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, la bonne chose, c'est que globalement, j'ai envie de dire, l'expérience sur ce genre de choses, ça s'améliore. L'optimisation des procédés est beaucoup plus facile maintenant qu'avant, et puis le sera de plus en plus de toute façon. Mais bon, voilà, donc il faut quand même un petit peu se cultiver avant de lancer une réaction radicalaire, parce que tout n'est pas permis, même si les intermédiaires sont réactifs. Et j'ai envie de dire, c'est parce que justement les intermédiaires sont très réactifs que tout n'est pas permis, parce que sinon vous allez confronter à pas mal de réactivité adverse. Mais vous verrez quand même que ça marche très bien. Ce n'est pas un message pessimiste, c'est plutôt un message de mise en garde positive pour utiliser ces processus. Donc le prochain cours, on va le faire sur les additions intermoléculaires, les réactions d'hydrogène, d'abstraction d'hydrogène, qui sont quand même finalement une activation CH très désirable. Comme vous le savez, quand on peut fonctionnaliser des groupements alcanes sans groupement préétabli, c'est bien. Alors, évidemment, le pendant de ça, c'est qu'on va voir qu'il y a des sélectivités dans l'arrachement des liaisons carbone-hydrogène, puisque c'est quand même dirigé justement par ces problèmes de BDE, mais ça peut être aussi des problèmes stériques, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.